Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 133. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'en suis absolument convaincue et c'est même l'une des raisons qui m'ont poussée à lancer ce podcast. Le marketing est accessible à toutes et à tous, contrairement à ce que l'on veut parfois nous laisser croire, parce que le marketing, c'est pas compliqué dès lors qu'on vous l'explique clairement. J'en suis convaincue, le marketing, c'est principalement du bon sens, sauf peut-être pour certains points bien spécifiques qui s'avèrent parfois un peu plus techniques, comme le SEO. Le SEO, vous savez ce que c'est le Search Engine Optimization. Comment faire pour optimiser son site pour que les moteurs de recherche, c'est-à-dire Google, le proposent dans leurs résultats. Alors le SEO, ce n'est pas nécessairement compliqué, mais ça demande des connaissances techniques, ça demande de comprendre le fonctionnement des algorithmes. Parfois, ça demande d'avoir accès à des outils. Et puis pour couronner le tout, personne ne sait totalement comment ça marche puisque personne ne connaît les secrets de l'algorithme de Google. Bref, dans le marketing, le SEO, pour moi, c'est un peu le truc de nerd. Alors, je dis ça avec beaucoup d'affection, mais enfin, les pros du SEO, ce sont des gens qui se sont plongés dans le sujet et qui font des tests pour comprendre comment la machine fonctionne. Alors, je vais être très claire. Je ne suis pas une nerd du SEO, je connais les bases, voire un peu plus, mais je suis très loin d'être une spécialiste et pourtant, c'est un sujet ultra important pour toute personne qui souhaite être présente sur le net. Du coup, j'ai demandé à un as du SEO de venir décoder pour nous tout ce que nous avons à faire pour plaire à monsieur Google. Ce spécialiste, c'est Guillaume Giraudet-Bacchiolelli. J'ai découvert Guillaume il y a 1 an sur Clubhouse. Il anime une émission avec ma copine Caroline Mignot et Fabien Ferreira, dans laquelle ils répondent à toutes les questions que les auditeurs se posent sur le growth. Marketing, e-commerce, SEO, ils ont réponse à tout. Et Guillaume, c'est le monsieur SEO et le sujet est tellement vaste qu'on a décidé non pas de vous proposer un épisode, mais 2 épisodes. Celui-ci, c'est donc le premier et on va parler des essentiels du SEO à mettre en place. Si vous n'avez pas vraiment de stratégie SEO, si vous vous êtes toujours dit le SEO, c'est pas pour moi, cet épisode est fait pour vous. Alors attention, préparez-vous. Guillaume balance 10 idées à la seconde. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire, mais pas de panique. J'ai pensé à vous, je vous ai rédigé une checklist de tous ces conseils. Ça vous permettra de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire au moment où vous écoutez cet épisode. Pour télécharger la checklist, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com/cadeau 133. Et donc la semaine prochaine, je vous proposerai un second épisode dans lequel on va aller encore plus loin. Cet épisode vous permettra de vraiment passer la seconde en termes de visibilité, mais très franchement, même si le SEO ne vous est pas inconnu, je vous conseille d'écouter ce premier épisode parce que Guillaume donne plein de conseils ultra concrets et d'outils qui vont vous simplifier la vie. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Guillaume Giraudet-Bacchiolelli. Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, je suis ravi d'intervenir avec toi aujourd'hui. Écoute, vraiment bienvenue, sois le bienvenu. Aujourd'hui, on va parler évidemment, je dis évidemment, pour ceux et celles qui te connaissent, on va parler de SEO. SEO, grand sujet pour toutes les personnes qui travaillent sur le digital et souvent, c'est un petit peu un sujet qui fait peur. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir nous aider pour qu'on comprenne mieux le SEO d'une part et surtout qu'on comprenne ce qu'il faut qu'on fasse si on démarre sur le SEO, si on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Tu vas nous donner vraiment des éléments ultra concrets pour savoir ce qu'on a à faire. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Guillaume, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Écoute, ouais, moi, je suis un vieux en SEO, ça fait 14 ans que je fais ça, j'ai commencé en 2008 et si tu veux, en fait, j'ai un peu grandi dans ce milieu-là, je me suis un peu auto-formé en tant qu'autodidacte, je suis passé du côté annonceur, j'avais créé un compte auto-entrepreneur à l'époque et puis maintenant, j'ai créé mon agence depuis 2015. Donc voilà, où on accompagne tout type de marque finalement, tu vois, des grands acteurs, surtout d'un point de vue presse au début quand on s'est créé et maintenant, on accompagne vraiment toute une partie e-commerçante ou même des solopreneurs qui veulent se lancer en SEO et surtout qui veulent se dire, j'ai envie de dépasser mes concurrents.
Ah génial. Écoute, je mettrai bien sûr, je crois qu'elle s'appelle 209 Agency, ton agence. Je mettrai bien sûr le lien, en commentaire. Donc si vous voulez, aller voir, tout ça, en savoir plus, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui donc on parle de SEO. Je le précise, on va faire 2 épisodes avec toi Guillaume. C'est pas souvent que je fais ça, mais le sujet SEO, c'est un sujet qui est tellement vaste. Il y a tellement de choses à dire. Je m'y connais tellement pas et toi tu t'y connais tellement bien qu'on s'est dit: «On va faire un petit peu 2 niveaux d'épisodes». Cet épisode-là, c'est un peu le premier niveau. On démarre, on connaît pas forcément le SEO, ou on sait pas trop vraiment un petit peu par où démarrer, quoi faire. On démarre avec cet épisode-là. Et puis pour les personnes qui sont un peu plus avancées, pour creuser un petit peu le sujet, on fera un deuxième épisode qui arrive la semaine prochaine. Donc, eh bien, n'hésitez pas puis d'écouter les deux. Moi, je vous invite à écouter les deux. Il y a toujours à apprendre, mais surtout d'aller voir l'épisode qui vous convient le mieux en fonction de vos attentes. Alors, peut-être toute première chose, pour vraiment celles et ceux qui ne connaissent pas le SEO. Donc, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, grosso modo, moi, j'ai tendance à dire que c'est très simple. C'est comment faire pour parler à notre ami Google, comment faire pour finalement être visible sur le net. Hein, on peut dire les choses comme ça. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment fonctionne finalement un moteur de recherche, comment ça marche? Ouais, ça c'est très important à comprendre pour le début. Même si on est en néophyte en SEO, moi, tu sais, mon objectif, c'est toujours d'expliquer, d'être assez pragmatique sur ça. Donc finalement, c'est quoi? Je suis Google. On va dire que j'ai un petit robot qui va venir finalement sur les pages. Donc dès qu'il a connaissance d'une page, il va venir regarder un petit peu le contenu. Il va ce qu'on appelle crawler en fait le contenu. Donc il va le visiter. Suite à ça, il va le passer en fait dans ses petits tiroirs, d'accord? Son algorithme en fait finalement, il va regarder est-ce que ça correspond à ses critères. Et là, il y a quasiment plus de 300 critères pour positionner une page, pour se dire est-ce qu'elle répond à mes attentes et est-ce qu'elle répond aussi à un besoin internaute. Donc par rapport à ça, une fois qu'il aura passé un petit peu dans la moulinette la page, elle va ressortir en fait dans ce qu'on appelle la SERP, c'est le résultat de recherche, là où finalement, quand on fait une recherche, on a tous les résultats des sites qui apparaissent sur le desktop ou sur le mobile. Et donc là, en fonction des critères, on va être placé de la première à la centième et plus position. Ok, et on est d'accord, l'objectif, le saint graal de tout le monde, c'est d'arriver sur la première page, voire dans les 2, 3 premières positions, parce que c'est là que les gens, quand ils vont faire une recherche, eh bien, ils vont te voir, te trouver immédiatement, et donc venir sur ton site. Euh, question, question Guillaume, moi j'ai un petit peu tendance à dire, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas, moi j'ai un petit peu tendance à dire que Google est devenu méchamment intelligent, et qu'a priori il est probablement plus intelligent que moi, en tout cas pour ce qui est du SEO, mais il est quand même très méchamment intelligent, ce qui fait que là où il y a quelques années, il fallait probablement lui donner exactement ce dont il avait besoin, les bons mots-clés, etc. Maintenant, on a tendance à dire que Google contextualise et qu'il comprend finalement ce qu'on va écrire. Ce qui, moi, me fait dire que je ne suis pas spécialiste du SEO. C'est pas finalement très grave. Ce qui est important, c'est que j'écrive sur le net, que je parle d'un sujet que je comprends, que je connais, et le fait même d'en parler, enfin voilà, d'écrire dessus, sans chercher particulièrement à faire quoi que ce soit d'autre, ça va me permettre de faire du SEO de fait. Est-ce que ma question derrière, hein, c'est est-ce que je dois faire du SEO ou pas? Et est-ce que en fait, finalement, est-ce qu'il faut que je me casse la tête, ou le simple fait d'écrire déjà, c'est déjà pas mal? Ouais, c'est une super question, Estelle. C'est-à-dire que pour chacune et chacun, moi, ce que j'invite à faire, c'est à se poser la bonne question. C'est-à-dire que, à mon sens, on n'est pas, nous, ça nous est déjà arrivé de refuser des clients parce qu'on estimait pour eux, en fait, que le besoin SEO était pas là. En fait, en tout cas, que l'argent à mettre à un moment donné était pas forcément dans ce levier. Ce qui est très important, c'est de se dire comment est composée mon audience et comment elle va me rechercher. Ça se trouve, le business peut fonctionner par les réseaux sociaux directement. Et le Mhm. référencement va être simplement une petite brique. À partir de ce moment-là, c'est important effectivement de rédiger des contenus sur son site. Au moins, c'est ce que tu disais juste avant, pour continuer en fait d'avoir une existence numérique. Après, le reste, si par contre on se dit non, là, moi j'ai vraiment besoin de vendre via Google, là effectivement, le SEO va rentrer en ligne de compte pour l'ensemble du site. Mais c'est très important de se poser la question par rapport à son business en se disant comment je peux essayer d'acquérir une cible, de répondre à des besoins, parce que comme tu dis, Google a beaucoup évolué. On a tendance à dire que c'est plus un moteur de recherche, mais surtout un moteur de réponse en fait Mhm. finalement. Il va directement essayer de te proposer lui la réponse aux besoins internautes. Et donc pour ça, effectivement, il faut que ta cible, toi, tu aies déjà identifié un petit peu ce qu'elle voulait. Et une fois que tu as identifié ça, qui est finalement le but, c'est ça, hein, c'est d'avoir une réponse à un besoin. Donc une fois qu'on va identifier ces besoins, on va faire correspondre en fait l'offre et la demande. On a une offre, nous, de notre côté, en tant qu'entreprise, en tant que marque. Il y a une demande internaute. Il faut faire matcher les deux.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est de vraiment, voir le SEO comme un canal d'acquisition, comme, de la pub pourrait être un canal d'acquisition ou il y en a plein d'autres. C'est vraiment, c'est une stratégie en soi, donc il faut avoir un objectif et se poser la question de: «Est-ce que c'est intéressant pour moi d'investir du temps, des ressources, de l'argent peut-être dans le SEO versus autre chose?» Donc, en tout cas, on peut se poser la question très clairement. Génial. Autre question pour comprendre bien comment ça fonctionne, c'est quoi les éléments importants dans le SEO si j'y connais rien? C'est quoi, en gros, les gros piliers, les éléments qui vont me faire comprendre comment ça fonctionne? Alors tu sais finalement, ça me fait toujours sourire parce que je vois chaque année les piliers du SEO qui ressortent du coup, et ça fait 14 ans que chaque année, je vois toujours les mêmes. Donc c'est assez drôle, on leur donne une répartition qui est différente, je pense finalement, je vais être très honnête, selon son champ de compétences. Mmh. Quelqu'un qui est très bon au niveau rédac va dire que la partie sémantique est très importante, quelqu'un qui est très bon au niveau technique va dire effectivement que la structure du site est très importante. Finalement, ce qu'il faut travailler, c'est vraiment la structure du site, donc l'arborescence, les menus, les liens entre les pages. Très important également, la partie contenu, parce que Google, il faut bien le nourrir. Et surtout, attention, on parle beaucoup de Google depuis le début, mais évidemment, c'est l'internaute qui est quand même au cœur de ce contenu-là, puisque derrière, en fait, c'est lui qui va convertir sur le site. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir un contenu intéressant à Mmh. proposer, qui répond à un besoin, la partie sémantique. Et puis la partie netlinking, ce qu'on appelle netlinking, c'est vraiment le off-site, c'est-à-dire comment je vais donner de la popularité à mon site. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut récupérer ce qu'on appelle des backlinks. Il faut que des sites pointent vers nous, donc fassent des liens vers notre site. Finalement, c'est comme si on cherche un restaurant qui a un avis ou un restaurant qui a 50 avis et qui sont bons, bah, on va peut-être inconsciemment se tourner vers le site enfin, le restaurant qui a 50 avis. C'est pareil pour Google. Plus le site reçoit de liens, plus il a l'impression en tout cas qu'il y a une popularité qui est intéressante. Et je rajouterais un petit dernier, alors je dis petit dernier, les réseaux sociaux sont pas si jeunes que ça, mais c'est vrai qu'il y a une grosse dimension sociale qui est importante également, parce que les moteurs de plus en plus vont s'intéresser aux centres d'intérêt, notamment avec un petit nouveau chez Google qui s'appelle Google Discover, qui est un nouvel algorithme en fait là-dessus, un nouvel outil qui s'intéresse beaucoup à la partie sociale. Donc effectivement, en résumé, je dirais la technique, la sémantique, le netlinking. Là, libre à vous de faire la répartition, mais si vous bossez ces trois-là, ça fonctionnera forcément. Et la petite brique sociale. Attends, que je comprenne l'histoire de la brique sociale. Là, tu es en train de me dire que Google, maintenant, arrive à savoir si, on parle de moi sur les réseaux sociaux, par exemple? Exactement. C'est-à-dire que tout simplement, comment il peut voir ça? On peut avoir un compte Google. Donc avec le compte Google, soyons très honnêtes, Google voit exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que j'étais sur Facebook, j'ai cliqué sur un lien d'une publication, peu importe laquelle, d'un média, qui soit petit ou non, peu importe, hein, finalement, il va voir en fait ce lien-là entre les deux, la corrélation. On peut avoir aussi Analytics. Donc du coup, on aura les sources d'audience. Google va savoir exactement que l'internaute, il est venu en fait sur cette page-là, mais il est venu de Facebook, par exemple. Donc ça, il y a une très grosse dimension sociale qui manque un petit peu à Google, hein. Google a toujours essayé d'y aller avec, je sais pas si tu as connu toi à l'époque Google Buzz, Google Mmh. Wave, tout ça. Et là, je me sens un petit peu vieux, mais je vois que tu dis oui, effectivement, donc on se comprend. Mais voilà, et tout ça, Google n'a jamais réussi à avoir vraiment cette brique sociale, donc évidemment, qui va se servir des autres pour apporter cette brique-là. Super, super intéressant. Tu vois, ça, c'est vraiment un élément que j'avais pas du tout en tête. Donc super intéressant. On peut tout à fait intégrer le social dans, en tout cas, l'écosystème, Google et l'écosystème SEO. C'est super, intéressant comme point à bien garder en tête. Ça donne encore plus de poids finalement, s'ils en avaient déjà pas mal, mais ça donne encore plus de poids aux réseaux sociaux. C'est super intéressant. Alors, si, j'imagine, hein, la personne qui nous écoute et je me dis: «Bon, ben, super, moi, je suis en train de créer un site internet ou j'en ai pas encore et je pense à créer mon site internet. Qu'est-ce que je fais, Guillaume, aujourd'hui pour que, bah, ce soit pas mal en termes de SEO, sans forcément, devenir un cadre du SEO, mais qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment ça fonctionne?» Alors, en fait, pour toutes celles et ceux, alors soit qui créent un site, ou soit qui ont déjà un site existant, déjà, il y a un outil que je vous invite à installer au plus tôt, parce que c'est pas rétroactif les informations qu'on a sur cet outil. Il vient de Google et il est gratuit. Ça s'appelle la Google Search Console. C'est très important de l'installer, c'est très facile. Et surtout, derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer plein d'infos. Les recherches qui sont faites sur son site. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'analytics. Maintenant, on n'a plus tellement cette information qui est fournie. Moi, quand j'ai commencé en SEO, on se servait d'analytics pour voir les recherches qui étaient effectuées sur lesquelles mon site est apparu. Là, en fait, via la Search Console, on pourra récupérer un petit peu cette information. On va avoir les pages d'erreur également, etc. Donc ça, c'est très bien, c'est une mine d'or pour optimiser un petit peu son site. Donc l'installer au plus vite,
c'est le plus important. Dès que le site, évidemment, est lancé ou sur un site existant qui ne dispose pas de l'outil. Après, il y a des choses qui sont, tu vois, on parlait des 3 piliers, on va reprendre les mêmes. On va avoir la partie structure. Ça, c'est très important. La partie structure, tu vois, si je dois la résumer simplement, moi, j'aime bien utiliser une méthode que j'avais livrée dans un podcast, qui était la méthode des 4 cercles, tu vois. Et la méthode des 4 cercles, elle est très importante. C'est-à-dire que au-delà du SEO, on parle à un internaute. Donc moi, ce que j'invite toutes les personnes qui écoutent le podcast à faire, c'est soit se dire, je suis en prévision de créer le site, ou alors tiens, j'ai un site, et ben je me pose ces questions-là. Tout simplement, est-ce que j'ai les 4 cercles qui sont dispo? Les 4 cercles, c'est quoi? Le premier, c'est l'ADN. En fait, à quoi? Ça, c'est souvent la page d'accueil qui peut ressortir. Finalement, c'est quel est mon ADN? Qu'est-ce que je fais? Moi, par exemple, je vais dire agence de référencement, tu vois, ou agence immobilière. Et puis après, derrière, je vais aller creuser. Je vais me dire, le cercle 2, c'est quoi? C'est mes expertises. Qu'est-ce que je propose? Sensiblement similaire à la concurrence, mais est-ce que du coup, ces pages-là, est-ce qu'elles sont présentes sur mon site? Tu vois, très important. Des fois, on fait une page, des fois, un peu d'expertise globale avec les 4-5 expertises. C'est bien d'en faire une page par expertise. Donc ça, est-ce qu'on a bien ces expertises-là? Cercle 3, la différenciation, là, elle est intéressante parce que du coup, c'est là où on tire un peu son épingle du jeu face à la concurrence. Qu'est-ce qu'on propose de plus? De mieux, je sais pas, mais en tout cas de plus, tu vois, qui va faire la différence lorsqu'un internaute va nous chercher. Et le cercle 4, qui est le plus important à mon sens, c'est la douleur. La douleur, c'est quoi? C'est comment on va répondre à la problématique d'un internaute. Finalement, toi, tu vois, par rapport au podcast, si sur ton univers, sur ton site, tu écris un article de quel matériel pour faire un bon podcast, bah ça, quelqu'un qui veut se lancer dedans, ça va forcément l'intéresser, tu vois. Donc là, on va répondre à une petite douleur. Et donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment une fois qu'on a défini ces 4 cercles, on a, tu vois, une structure. Et là, on n'est pas trop dans la technique. Vraiment, on a une structure qui va répondre à son internaute. Donc là, on a une partie technique, bien sûr, des temps de chargement, mais ça, c'est tout le monde. On est frustré quand on voit une page qui met longtemps à charger, d'autant plus maintenant d'utilisation du mobile. Donc, il nous faut en fait des pages qui chargent rapidement. Ça, c'est vraiment des points clés. Une fois que tu as des pages qui chargent rapidement. Une fois que tu as, et en plus pour charger rapidement, très simple, je donne un petit outil que j'aime bien, comme ça, des images. Tu sais, les images, c'est souvent ce qui pèse le plus sur un site. Il y a un petit outil qui est pas mal. Je dis petit outil, mais il vient de Google. Il n'est pas forcément le plus connu parce qu'il communique pas beaucoup dessus. Il s'appelle Skoosh. Skoosh, c'est SQU2OSH. Et en fait, Skoosh, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que derrière cet outil, une fois qu'on met une image, il va la redimensionner, en tout cas, puis il va lui donner un poids qui est hyper intéressant. Et des fois, on atteint quasiment 99% de taux de diminution en termes de poids. Ah, donc, génial. Moi, j'utilisais, jusqu'à présent, j'utilise TinyPNG. Ouais, c'est le plus connu. Celui-là, c'est le leader mondial. Ah ouais. Mais il est très, très bien aussi. Mais des fois, en fait, si on veut quelque chose comme ça de un peu léger, Skoosh est intéressant. Après, évidemment, si, par exemple, toi, tu vois, t'es hyper habitué sur TinyPNG, ça, il faut le garder, en fait, enfin, TinyPNG. Par contre, bien sûr, si on cherche comme ça un petit outil, le Skoosh peut dépanner. Mais tu vois, peu importe l'outil, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois, on me demande, c'est quoi le meilleur outil? En fait, il n'y a pas de meilleur outil. Le meilleur, c'est celui par rapport à son utilisation. Donc, tu vois, celui qui te plaît, que tu utilises toi, finalement, et que tu vas utiliser facilement. Exactement. L'objectif, c'est que l'image soit légère, peu importe comment. Question, du coup, sur ce temps de téléchargement des pages. C'est une question que je me suis toujours posée. Tu disais, je te suis, c'est les photos, bien souvent, qui pèsent assez lourd sur une page. Est-ce que ça veut dire que sur ma page, je pense notamment à ma page d'accueil, où moi j'ai tendance à mettre pas mal de photos sur ma page d'accueil, parce que j'ai l'impression que c'est plus agréable, peut-être plus joli. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que j'ai tendance à pas mettre justement beaucoup de photos, à faire en sorte qu'il y ait peut-être 2, 3, 4 photos max, pour que la page se télécharge plus rapidement, ou pas nécessairement? Alors en fait, pas nécessairement. On a des fois des sites qui ont beaucoup d'images et qui chargent assez vite. Pourquoi? Parce que simplement les images, si tu veux, quand elles sont sur le site, ce qui est très important par exemple, c'est de pas uploader, donc de pas mettre une image sur ton site qui fait par exemple, je sais pas, 3000 pixels par 5000 pixels, parce que déjà elle va être très grande en fait celle-ci. Donc forcément, plus il y a de pixels, en général, plus l'image va avoir un poids qui va être important. Tu vois, donc du coup, c'est bien des fois de mettre, tu vois, les recos de Google souvent, c'est de dire de parler d'images qui sont à 1200 pixels. C'est souvent une des règles de largeur, 1200 de largeur chez eux. Donc tu vois déjà, c'est une première règle. Moi, je vois beaucoup de sites qui ont des images qui sont très grosses en fait derrière, très en termes de pixels, qui ont une résolution trop importante. Donc déjà, si tu uploads, donc finalement tu mets des images sur ton site par défaut qui sont à 1200. Après, surtout sur les outils, ce qu'on appelle les CMS comme WordPress ou autres, les outils qu'on utilise finalement, eux ils vont recadrer l'image, ils vont lui donner une petite taille qui est plus, tu vois, qui est un petit peu plus petite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de mettre une image à la base. Tu vois, c'est surtout ça. Le travail, il se fait à la base. Peu importe l'outil qu'on utilise pour diminuer le poids et l'outil qu'on utilise pour avoir la bonne taille. En tout cas, mais tu vois, à 1200 déjà, c'est pas mal. Et si on dépasse ça, il faut quand même comprendre qu'on est sur le digital, tu vois, donc que ce soit sur le desktop ou le mobile, on n'a pas besoin d'avoir une résolution qui est non plus gigantesque. Donc déjà,
déjà de devoir, lors de l'upload, et après on aura beaucoup moins de soucis. Et après, tu vois, il y a des sites qui ont des catégories de produits, des fois avec 50 produits, donc 50 images, ça ralentira pas forcément en fait la page. D'accord, donc je peux laisser mes images sur ma homepage. Tu vois, typiquement sur le podcast du marketing, j'ai une image pour chacun des épisodes et puis je dois en avoir, je sais pas, 8 épisodes qui sont proposés. Ça, en soi, si j'ai bien travaillé mes images pour qu'elles soient pas trop lourdes, c'est pas, nécessairement un problème. Non, tout à fait. Et en plus, si tu veux, sans être trop technique là-dessus, mais il y a un point qui est important. Maintenant, il existe ce qu'on appelle des CDN, ça veut dire Content Delivery Network. Et en fait, ça, c'est des outils sur lesquels sont hébergées les images. Et en fait, du coup, le site va charger beaucoup plus rapidement. Un CDN, il y en a un, par exemple, qui s'appelle Cloudinary, tu vois, ou Cloudflare. En fait, c'est des outils comme ça qui sont très intéressants si justement vous essayez, quand en écoutant ce podcast, de dire, bon, j'ai optimisé mes images, mais je veux aller encore un peu plus loin. Bah, ça peut en faire partie, justement. Génial. Bon, bah, écoute, je regarderai ça. Super. Top. Si on a, optimisé un petit peu le temps de téléchargement, c'est quoi le deuxième point qu'il faut absolument qu'on regarde? Donc tu vois, on a optimisé ensemble le temps de chargement, on a réfléchi à notre structure avec les cercles justement en termes Ouais. d'arborescence. Ce qui va être important, c'est évidemment, alors que ce soit sur par exemple là, par rapport à un site existant, c'est de se dire attention aux erreurs. Google va faire attention à ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, alors je dis vous, mais parce qu'on nous écoute, mais Ouais. finalement, c'est de dire les erreurs 404. Celles-ci sont les Ouais. plus connues. On arrive sur une page d'erreur, il n'y a rien de plus frustrant. Donc ça, en fait, bah, justement, comment on peut voir ce type d'erreur via des outils payants ou gratuits, mais surtout, par exemple, la Search Console nous donne l'information. Vous savez, l'outil que je vous indiquais juste avant. Et ben ça, en fait, c'est hyper intéressant. C'est de se dire, je vais aller regarder quelles sont ces pages et puis je vais aller essayer de les corriger. Peut-être que sur une page X de mon site, j'ai un lien vers cette page-là et elle a été supprimée. Donc, tu vois, au moins, on va aider Google à avoir le moins possible, finalement, d'erreurs sur le site. Tu vois, ça montre un petit peu là une bonne santé. Finalement, une bonne santé du site, bah, c'est comme nous. Quand on est en bonne santé, on se porte bien. Donc, on va les traiter un peu tout ça. Bah, sur le site, c'est pareil. Il faut absolument qu'en fait, on ait le moins d'erreurs possible. Logique. Puis en fait, je pense qu'il faut toujours, comme tu le disais, il faut toujours penser à l'utilisateur et effectivement, quand tu cliques sur un élément parce que tu dis: «Chouette, il y a un truc intéressant, là derrière» et boum, tu arrives sur un 404 qui te dit: «Bah non, il y a rien parce que c'est cassé». Évidemment, c'est désagréable et surtout, en plus, les gens ont tendance, eh bien, à partir tout simplement parce qu'ils ont pas trouvé l'information qu'ils cherchaient. Donc en plus de ça, tu as perdu, potentiellement un utilisateur. Donc effectivement, aller réparer ces 404 qui arrivent parce que ça arrive, parce que c'est la technologie et que des fois on fait, des petites bêtises sans s'en rendre compte, bah, ça permet d'aller réparer tout ça. Ça prend pas nécessairement trop de temps si on le fait régulièrement, j'imagine. C'est vraiment un truc à faire de temps en temps, quoi. Exactement. Bah, c'est un peu comme nous, finalement, tu vois. On va entretenir un peu notre santé en allant acheter des fruits et des légumes frais. Bah, c'est la même chose. Finalement, si on le fait un petit peu tout le temps, ça évite d'y aller une fois par mois. Donc, c'est un peu la même chose. Plus on va le faire assez régulièrement, comme ça, tu vois. Après, il faut voir, moi, ce que je conseille, c'est, tu vois, une fois par semaine, de regarder un petit quart d'heure, comme ça, ce qui se passe sur le site. Alors, évidemment, tout dépend de la taille de son site, mais en tout cas, de regarder comme ça, de façon hebdomadaire, pas forcément d'être dessus tous les jours. Rassurez-vous, Google est assez malin sur ça. Il a l'habitude, encore une fois, lui, Google, il date de 98. Donc du coup, maintenant, il est assez grand. Il a passé la majorité depuis longtemps et donc du coup, en fait, là-dessus, il n'y a pas de souci. S'il y a des erreurs sur le site, c'est pas parce qu'il y a une 404 que demain, votre SEO va s'effondrer. Parfait, génial. Bon, j'ai vérifié mes 404. Qu'est-ce que je fais juste après? Et ben, tu vois, il y a un point qui était important parce qu'on dit justement, les 404 donc sont bien sûr pour Google, mais aussi pour l'internaute, pas de frustration. Il faut aussi penser, parce que tout à l'heure, tu sais, on parlait de la méthode des cercles, de créer des pages. Donc c'est très bien de créer des pages. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire attention à une chose, c'est de pas créer des pages qu'on va appeler pauvres, en fait, finalement. Pour le moteur, c'est très important. Parce que on peut se dire, bon, bah, très bien, j'ai entendu le podcast, j'ai créé mes cercles, ma différenciation, etc. Et ben, le problème, c'est qu'on met quoi derrière tout ça? Il faut quand même du texte. Il faut un petit peu d'éléments sur ça. Donc, ce qui est très important, c'est de pas créer une page avec simplement, bah, finalement, 4 lignes. Parce que derrière, pour le moteur, c'est ce qu'on appelle une page pauvre. Et là, on risque de prendre un petit tir, en fait, finalement, parce que lui, il va aller visiter, finalement, cette page pour pas grand-chose. Eh ouais. Un peu frustrant. Donc là, ce que je vous invite à faire, bah, par exemple, déjà, dans un premier temps, là, voilà, sur ce podcast, Estelle, comme tu l'as dit, on est là pour essayer de se dire, OK, on pose les bases et dans le prochain, on va aller un peu plus loin. Mais déjà, pour poser des bases, moi, je vous invite à utiliser un petit outil qui est très intéressant, qui s'appelle Sroo. Et Sroo, donc, c'est THR 3 fois la lettre U. Et lui, déjà, va vous dire, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est Samuel Schmidt, que je connais bien, qui l'a créé. Et en fait, il y a un petit crédit de 10 crédits par mois, en fait, qui est gratuit Génial. sur ça. Ah bah, Voilà. parfait. Je Et qui mettrai les est liens, hein, donc vous inquiétez pas si vous êtes en train de vous dire: «Faut que je note tous les outils», je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. et tu vois, ce qui est cool, c'est que Samuel est vraiment quelqu'un de bien là-dessus et tous les mois, ton crédit est renouvelé.
Donc Génial. finalement, si tu as que 10 crédits, 10 utilisations, finalement, c'est 10 fois où tu cherches un mot-clé, bah, finalement, tu peux le faire tous les mois. Donc ce qui est très important là-dessus, par exemple, sur Sroo, il y a une donnée, moi, que j'aime bien, c'est le nombre de mots, en fait. C'est-à-dire qu'il va aller regarder dans les 20 premiers résultats, combien de mots, en fait, sur les pages. Donc déjà, si on se dit, tiens, sur ce mot-clé-là, par exemple, je sais pas, veste pour femme, par exemple, veste denim femme. Voilà, on veut acheter Mhm. ça. Bah, finalement, on veut positionner sa page en termes d'e-commerce. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, bah, là, l'outil va dire, il y a à peu près tant de mots sur chacune des pages. Donc, ça donne D'accord. déjà une petite moyenne, tu vois, si on veut se dire, bah, combien, voilà, dans les 5 premiers concurrents, quelle est la moyenne des mots si je veux essayer au moins d'avoir un contenu. Alors là, on parle pas de qualité, évidemment, pour l'instant, on parle de quantité, mais déjà, combien on devrait rédiger. Donc, attends, que je sois sûre de bien comprendre, en fait, là, cet outil, il va me dire, chez mes concurrents, en tout cas, quand j'entre un mot-clé, il va me dire chez mes concurrents, combien, sur les meilleurs concurrents, ceux qui se positionnent le mieux, combien de mots ils ont sur leur page qui fonctionnent bien pour veste denim femme, par exemple. C'est ça, hein? Exactement. Génial. Super. Oui, parce que j'allais te demander combien de mots-clés, combien de mots il faut en général, mais en fait, tu vas me répondre, bah, ça dépend, j'imagine. Il faut aller regarder ce que font les concurrents ou il y a une Ouais, règle? exactement. Non, si tu veux, on a longtemps, enfin, en tout cas, j'ai de prêcher sur ça. Tu vois, on a longtemps entendu, il faut par exemple 1500 signes minimum, etc. C'est pas réaliste. En fait, ce qui est très important, c'est que chaque requête, donc chaque intention finalement, chaque mot-clé qu'on va taper, quand je dis mot-clé, hein, c'est 2, 3, 4 mots-clés, peu importe, c'est l'intention de recherche, chaque intention est différente. Donc du coup, c'est dur de dire, si tu veux, je pense que 1500, il existe parce que c'est ce qu'on appelle un feuillet, en fait, du coup, par Mmh. défaut. Donc on est habitué à ça, on se dit j'achète 2 3 feuillets, voilà, on sait qu'il y a 4500 signes maximum, tu vois. C'est plutôt, je pense, dans un ordre d'idée pour que ça soit plus simple à comprendre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'adapter, d'ailleurs, si vous utilisez des rédacteurs ou rédactrices avec vous, moi, c'est ce que je vous incite à faire, c'est aussi avoir un nombre de signes qui est différent en fonction de l'attention. Il y a des fois, tu vois, 500 signes, ça suffit. Des fois, il en faut 5000 pour arriver à se Ouais. positionner. Donc, tout dépend. Tout dépend du sujet. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le sentiment d'avoir traité le sujet, correctement pour que la personne ait une information et se sente pas frustrée à la fin du texte. Finalement, c'est ça. Exactement. J'adore l'idée enfin, ceux qui écoutent ce podcast le savent, c'est ma petite marotte, hein, c'est les personas. J'adore l'idée qu'on se mette à la place de la personne qui utilise, de la personne pour qui on écrit finalement, parce que c'est quand même ça qui est important et c'est ce que veut Google aussi, parce que Google, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les gens qui utilisent Google soient contents. Donc, finalement, la boucle est bouclée, tout le monde est content si on pense à nos audiences. Donc, très bien, réfléchissons pour savoir si ils vont être frustrés ou pas. Ok, super. Donc, on a rédigé nos textes de façon, on va dire, optimum en termes de longueur. Est-ce que il y a des choses peut-être sur la présentation, la façon de faire? On dit souvent qu'il faut faire attention aux balises titres, à des choses comme ça. Est-ce que il faut vraiment effectivement y faire attention? Est-ce qu'il faut rajouter des titres et des sous-titres ou pas? Alors, ce qui est très important, tu vois, quand tu crées une page, il y a ce qu'on appelle effectivement les premières balises. Donc, celle-ci, ça va être la title et la métadescription. Ça, on les voit où, ces balises? Bah, quand vous faites une recherche sur Google, les résultats sur lesquels vous cliquez, donc le lien, c'est la title. Et les deux petites lignes en dessous, c'est les balises métadescription. D'accord? Et là où tu disais, effectivement, tu vois, c'est rigolo au début du podcast que Google était malin sur ça. Effectivement, il est très malin parce que si votre métadescription ne lui plaît pas, il va aller la changer directement. Il va aller chercher dans le contenu par rapport à l'internaute. Si finalement, tu vois, j'ai tapé comment poser des volets roulants, voilà, et ben en fait, la métadescription que moi j'ai remplie ne lui plaît pas, et ben il va aller chercher dans mon texte une indication sur comment poser des volets roulants pour que ça réponde un peu mieux à mon intention, tu vois. Donc, vraiment, ce que je vous incite à faire là-dessus, la métadescription, en fait, finalement, tu vois, c'est entre 150 à 165 caractères. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'aime bien penser mobile et desktop pour pas avoir à bosser 2 fois les mêmes choses. Le SEO est assez feignant. Donc, du coup, en fait, sur ça, c'est de se dire, une balise métadescription, 150 caractères, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez rigolo. Entre finalement, un affichage sur un desktop et un affichage mobile, étonnamment, on a plus de place sur le mobile pour la balise title, mais on a moins de place pour la balise métadescription. Tu vois, Ah, donc du coup, en intéressant. fait, sur le desktop, tu peux aller à 160, 165, le mobile autour de 150. Donc, si on dépasse pas 150, on est tranquille pour les deux. Et pour la partie justement title, là, c'est vraiment le titre de la page. En général, c'est pareil, c'est entre 55 et 60, 65. Bah là, en fait, si on est autour de 55, on est tranquille parce que sur le mobile, c'est un peu plus petit. Donc, tu vois, Ok, 55 sur le title, 150 sur la métadesk. génial. Et après, bien sûr, tout dépend si tu utilises beaucoup de M ou de I. Ça va jouer, tu vois. Ça, il faut Ah adapter oui. en fonction.
Mais Oui, en non, tout mais c'est cas, marrant parce que tu vois, j'aurais pas pensé à ça. Effectivement, l'espace pris par les lettres est important parce que c'est oui. une question d'espace visuel, pas de nombre de lettres finalement. Exactement, exactement. Tu vois, tu as ce qu'on appelle, c'est une taille en pixels. Voilà, ça s'appelle Ouais, ouais. là-dessus. Et donc, forcément, bah, tu peux dépasser cette taille-là. Mais ce qui est très important, bien sûr, c'est de travailler une balise title. On crée une marque. Important d'avoir le nom de la marque en début de balise. Par contre, une fois que la page se positionne sur le nom de marque, quand je tape mon nom de marque, ma page d'accueil apparaît. Tout de suite, ce qu'on pense à faire sur toutes ces pages, c'est que le nom de la marque, on le place à la fin. Pourquoi? Parce que Google donne plus de poids aux éléments qui sont en début de balise. Donc là, je parlais d'une marque. Mais par exemple, si c'est, je sais pas, voilà, des chaussures, il faut pas que la balise title soit acheter des chaussures. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google va donner beaucoup de poids à acheter, en fait, qui est au Ah ouais. début. Alors que c'est chaussures qui va nous intéresser. Donc, du coup, les éléments importants, il faut bien les passer en début de balise et les éléments les moins importants en fin de balise. OK, et est-ce que dans le texte de notre page, donc pas, le titre et les choses qu'on voit sur la recherche de Google, mais dans le texte de la page, est-ce que les fameux titres et sous-titres sont importants ou finalement pas tant que ça? Alors, en fait, c'est toujours bien de structurer, en fait, une information. Tu vois, tu arrives, que ça soit sur un produit, une fiche produit ou sur un article finalement, tu vas avoir, un titre classique, tu vas avoir un petit chapeau qui présente un peu, tu vas avoir une image, effectivement, ça, c'est important. Toujours important d'avoir du texte et une image, en fait, sur ça et petit tips, l'image, c'est toujours important de ce que l'on appelle de l'encapsuler avec du texte. C'est-à-dire que, d'avoir une image tout en haut et le texte en bas, c'est pas forcément le plus intéressant. Ou par exemple, une photo en bas de contenu, c'est pas forcément très intéressant parce que Google en fait est aveugle, comprend pas forcément l'image, quoi qu'il commence à être beaucoup plus malin qu'avant sur ça, et qu'il arrive même, si tu veux, à déterminer qu'une personne sourit sur une image. Enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup Mmh. évolué à ce niveau-là. Mais ce qui est très important, c'est que l'image ait du texte au-dessus de l'image et en dessous de l'image. Pourquoi? Parce que pour faire correspondre, en fait, finalement, comprendre l'univers de cette image, il va la regarder, bah, du coup, comme il ne comprend pas cette image, il va la regarder le texte en haut, le texte en bas, le petit attribut qu'on appelle attribut alternatif de Mmh. l'image pour comprendre. Et là, il va donner un peu une cohérence à tout ça. Mais je te rejoins, il y a une partie quand même structure de texte qui est importante avec les intertitres. C'est important pour donner une structure. D'autant plus que si tu veux, il y a ce qu'on appelle la structuration à chaîne. Donc là, finalement, c'est comme une table des matières sur un livre. On a le titre du livre et mes sous-titres, c'est par exemple DH2 et mes sous-sous-titres DH3, etc. Et donc, si tu veux, ça donne une structure pour le moteur pour qu'il comprenne exactement comment est structurée la page, quels sont les éléments qui sont plus importants que les autres, en fait. Et presque, tu vois, si je pouvais donner un petit tips aussi là-dessus, au-delà de la structuration de H1, H2, H3, ce qui va compter, c'est la taille de la typo. Google, en Mmh. fait, il a besoin, si tu veux, de se dire, je dois uniformiser ma recommandation pour tous les sites. Donc pour ça, quel est le point commun entre tous les sites? Parce que moi, je peux dire que cet élément-là, c'est un H2, toi, tu vas dire, bah, c'est un H3, parce que peu importe. Donc lui, c'est ce qu'il va faire. Il va se dire, je prends la taille de la typo. Et donc la taille de typo qui est plus importante est forcément un élément qui pour toi est plus important. Donc c'est pour ça que souvent, regardez bien comment sont construits vos intertitres. Imaginons l'intertitre à une taille de typo qui est plus petite que vos paragraphes derrière de texte, c'est pas très bon. Parce que Google, du coup, va Intéressant. donner Ah plus ouais. de poids, tu vois, au paragraphe. Donc voilà, il faut vraiment, bah, comme dans un livre, en fait, il faut avoir cette hiérarchie, en fait, de taille de typo entre les éléments. Super intéressant. Oui, effectivement, c'est plus objectif pour Google d'aller regarder tout simplement la taille et c'est comme à l'école, hein. Plus tu Tout mets en à fait. majuscule au début presque pour faire bien gros et puis après tu descends de plus en plus petit. OK, génial. Bon alors, ça, c'est si je suis enfin ça, tous ces éléments sont intéressants, mais si je suis en train de construire mon site, je vais tous les mettre en place. En tout cas, je vais essayer. Si j'ai déjà un site, bah, je vais essayer de faire ça également, en tout cas sur mes prochaines, publications. Mais si j'ai déjà un site, est-ce que j'ai un moyen de savoir, assez rapidement ou assez simplement, si j'ai bien travaillé avant et ce que pense Google de moi? Il y a une façon d'un petit peu d'auto-auditer son site ou pas? Parce qu'il est je trouvais intéressant et facile. En fait, il suffit sur son URL, donc mon www.monsite.com. Bah, juste avant ça, en fait, dans Google, on fait une recherche comme si on faisait un mot-clé finalement, et on met site, donc S-I-T-E, comme un site, hein, site 2 points, et l'adresse de son site, 3W, etc. Ça, en fait, et ça peut être n'importe quelle URL, hein. Là, je parle de la page d'accueil, mais ça peut être n'importe quelle URL. Ça sert à voir ce que Google a compris. Est-ce que la page, elle est indexée ou pas, par exemple? Tu vois, si des fois, on se rend compte qu'on a des problèmes, il suffit de faire site 2 points sur l'URL n'est pas indexée. Donc là, et on la voit pas, on se dit, tiens, comment je fais? On se souvient, Google Search Console, on va aller creuser, tu vois, quel est le souci, parce que là, on va pouvoir avoir de l'information. Et du coup, site de points, je peux donner un exemple aussi qu'on a souvent rencontré. Quand on fait ça et que c'est pas la page d'accueil qui ressort en premier, c'est pas bon signe.
Parce que Ah, forcément, la page d'accueil, c'est celle qui est la plus connue pour le moteur. C'est vraiment une page d'entrée. C'est celle qui peut-être reçoit le plus de liens, tu vois, externes. C'est celle qui est le point de départ. Donc effectivement, celle-ci, si c'est pas celle-ci qui apparaît, il y a déjà un petit bémol à donner et à creuser. Et ensuite, il y a autre chose. Si c'est vos pages, par exemple, de contact, mention légale, etc., qui apparaissent au début, attention, il vaut mieux que ce soit vos pages d'articles, de catégories, vos pages de ouais. conversion. Voilà. Donc ça, tu vois déjà, rien qu'avec un petit site de points, on voit ce qu'affiche Google. Et donc, si c'est pas un ordre business, là, on a des questions à se poser. D'accord, super intéressant. Effectivement, ça va nous donner des grands angles pour pouvoir améliorer de façon, en fait, assez conséquente le site s'il y a en tout cas un gros souci. Super intéressant. Alors, moi, c'est ce que je te disais en off, hein, j'ai commencé, j'ai appris un petit peu seule, comme plein de gens d'ailleurs, le digital, les sites, la création de sites, et cetera, et je faisais à l'époque partie d'un groupe, de super cracks, du SEO qui avait créé, il existe toujours d'ailleurs, je crois, un groupe de backlinks. À la base, c'était quelques copains qui se sont dit, bah, attends, est-ce qu'on peut pas un petit peu s'échanger des backlinks, ou en tout cas, est-ce que moi, je peux pas pointer vers ton site, est-ce que toi, tu peux pas pointer vers mon site à telle occasion. Alors, je vais peut-être te laisser expliquer en 2 secondes ce que c'est qu'un backlink, mais est-ce que c'est important les backlinks d'après toi? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour en avoir? Alors, la question, est-ce que les backlinks sont importants? Bon, il n'y a pas de réponse, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas de question à se poser. Évidemment que c'est important. Si vous entendez, on peut se positionner sans backlinks. Alors, c'est vrai, si on ne sait pas ce que veut dire se positionner. Si se positionner peut-être 9e, 10e sans backlinks, oui. Si on veut être top 1 ou 2 ou 3 sans backlinks, honnêtement, sur des requêtes qui sont concurrentielles, c'est impossible. Il faut qu'il y ait au moins des petits liens. Alors, impossible. Attention, on va dire que c'est peut-être pas le 100%, mais à 99%, c'est quasiment impossible. C'est normal, il faut que le moteur, ben là, on est en train de parler d'une position 1, 2, 3, en fait. On est en train de parler vraiment, et puis sur beaucoup, beaucoup de résultats. Des fois, vous savez, Google avant indiquait résultats, enfin les 10 premiers résultats sur 2 millions, par exemple. Donc là, évidemment, on est dans le top 3. Donc pour ça, il faut absolument qu'on ait des liens. Donc bien sûr, c'est vital. Et en fait, un point qui est intéressant, tu vois, c'est justement, il y a plusieurs façons d'acquérir des liens. C'est ce que tu disais avant, on peut avoir l'échange un peu entre copains. C'est pas le plus qualitatif, mais ça permet de récupérer un petit peu des liens en fait sur ça. Après, on va avoir, tu vois, des fois il y a de l'échange qui peut être un peu gratuit, c'est-à-dire que on peut avoir de la rédaction un petit peu, tu sais, sur des blogs en tant qu'invité. On Mhm. va, ça c'est intéressant si vous voyez, vous avez par exemple, je sais pas, une marque de planches de surf, voilà, et puis vous voyez des sites qui parlent pas mal de planches de surf ou autres, mais ont une rubrique blog qui est pas alimentée. Bah, ce que je vous incite à faire, c'est les contacter, leur dire que de votre côté, vous pouvez rédiger du contenu sur ça, en échange de quoi vous mettez des fois des petits backlinks vers votre site en fait. Donc du coup, vous leur apportez un contenu parce que c'est important pour le référencement et leur internaute, et en même temps, vous récupérez des liens en fait vers votre site. Donc là, c'est déjà de la première création comme ça de backlinks. Après, évidemment, il y a toute la partie achat de liens. Alors ça, soyez bien prudent quand même là-dessus, avoir des choses qui sont qualitatives. Je préfère le dire parce que c'est un point qui est important. C'est interdit par Google, Ouais, en fait, cet c'est ce achat de que j'allais lien-là. dire. Voilà. Maintenant, attention, évidemment que quasiment tous les SEO en font. C'est juste qu'il faut simplement bien le faire. Il y a des limites à pas dépasser. Il faut savoir être malin. Donc, pour ça, effectivement, il y a des plateformes qui fonctionnent très bien, sur lesquelles on peut acheter des liens et en tout cas sur lesquelles on aura de la qualité et pas grand risque, en tout cas, d'une pénalité par Google sur ça. Tant qu'il n'y a pas d'abus, c'est toujours pareil. C'est comme tout, hein. Tant qu'on n'abuse pas trop des bonbons, bah finalement ça fonctionne, tu vois. Donc c'est un peu la même chose pour les liens. Tiens, moi, j'avais un petit tips, tiens, pour une fois que j'ai un tips à donner en SEO, j'avais un petit tips pour beh, comment je fais moi pour savoir finalement à qui je vais aller demander un backlink. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder les backlinks de ses concurrents. Pour aller regarder les backlinks, moi, ce que je fais, j'utilise un petit outil super pratique, super facile qui s'appelle Ubersuggest, qui est un outil qui a été fait par Neil Patel, qui est big boss du SEO, moi je l'appelle comme ça. Et en fait, c'est un outil super simple où tu rentres l'URL de ton concurrent. Et il va te dire comme ça qui est-ce qui a des backlinks qui vont pointer vers ce concurrent. Et ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais aller contacter, par exemple, le blog qui a fait un article qui pointe vers mon concurrent. Je vais dire, j'ai vu que tu avais fait un article sur ce sujet, mais tu n'as pas parlé de tel point en plus. Et puis, je lui mâche un petit peu le travail en lui expliquant, en fait, quel angle additionnel il peut ajouter à son article pour rendre finalement son article encore meilleur. Et je trouve que c'est un super moyen parce que c'est du
donnant-donnant. Moi, ça m'apporte un backlink intéressant parce qu'a priori, c'est un backlink que j'ai identifié comme fonctionnant plutôt bien. Et pour la personne en face, c'est intéressant aussi parce que ça vient apporter du plus sur son article et donc lui donner plus de potentiellement de visibilité aussi. Mais complètement. Et Estelle, tu vois, si je peux apporter un petit chose sur ça, tu as hyper raison sur un truc. Il y a 3 éléments qui sont importants sur les liens. Il y a ce qu'on appelle le trust flow, le citation flow et le topical trust flow. Tu vois, donc ça fait des gros mots un petit peu tout ça, mais Oui. je vais les expliquer. C'est très important. Il y a le citation flow, en fait, c'est le nombre de liens qu'on reçoit. Donc ça, c'est un indice qui est donné par les outils d'analyse de liens, mais en tout cas, c'est un indice. Donc plus on va avoir de liens, plus cet indice va être élevé. Maintenant, il n'y a pas que la quantité, et ça, c'est ce que tu dis très bien. Il faut aller regarder des fois aussi des sites qui sont dans la même thématique. Ça, c'est important. Il va y avoir donc la partie, on l'a vu sur la partie citation flow. Le trust flow, c'est la confiance de ces liens. Et évidemment, si on arrive à avoir un lien d'un point gouv.fr, si tu veux, du gouvernement, c'est toujours mieux qu'un tout petit site qui vient de se lancer. Donc forcément, plus on va avoir des sites, des liens de sites qui sont connus, plus c'est intéressant. Et là, il y a quand même un élément qui est très important, donc qui s'appelle le TTF, le Topical Trust Flow. Et évidemment, plus on a des liens qui sont dans sa thématique, plus c'est intéressant. Si moi, finalement, j'ai un site, tu vois, je sais pas, je vends des croquettes et c'est un site de planche de surf qui me fait un lien, c'est pas forcément la même thématique. Par contre, si c'est un site type abri de jardin, tu vois, pour les animaux, ça, c'est pas mal. Donc, tu vois, c'est ça qui est aussi à chercher par la super astuce que tu viens de donner avec Uber Suggest. Et en plus, si on additionne, tu vois, cette petite partie univers commun, là, on a quelque chose qui tourne plutôt bien et pour lequel, tu vois, ça fonctionnera en termes de SEO. Génial, donc super. En fait, il faut de la cohérence, quoi. Il faut que ce soit, encore une fois, il faut qu'on pense à notre utilisateur et que ce soit intéressant pour lui. Top ici, mais écoute, c'est super clair. Je vais te demander un petit challenge. Est-ce que tu saurais me dire en, allez, 1 minute, enfin super rapidement, comment est-ce que je fais pour savoir si Google, il aime mon site ou pas? Alors, en fait, pour savoir s'il aime son site, tout simplement, vous savez, c'est un peu comme le resto. Tu sais, Estelle, tu vas au resto et finalement, comment ce resto, il peut savoir que tu l'aimes bien? C'est que tu reviens, en fait, à ce restaurant. Si tu y vas une fois tous les ans, c'est pas forcément bon signe. Si tu y vas toutes les semaines avec tes amis, forcément, là, on voit quelque chose. Donc, tu vois, en fait, la régularité de visite du moteur, ça, c'est important. Donc, des fois, ce que je vous incite à faire, des fois, on peut se dire, bah oui, mais comment je vais voir que le moteur vient voir mes pages? Eh ben, en fait, il y a une petite astuce que je vous donne. Quand vous faites le site de points, comme on a vu tout à l'heure, sur une URL donnée, peu importe laquelle. Alors ça, faut le faire sur le desktop, pas sur la mobile, on n'aura pas ça. Mais sur le desktop, on a bien en fait du coup à droite de l'URL une petite flèche qui pointe vers le bas. Donc là, on clique dessus, il y a marqué en cache. Et donc on clique sur en cache, d'accord. Et là, ça va vous dire cet instantané de la page a été vu par Google et va vous donner une date, une heure. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que là, nous, tu vois, on tourne aujourd'hui au 4 juillet. Et finalement, s'il est venu le 3 juillet, je suis content. Pourquoi? Parce que je me dis, il est venu hier sur ma page. Par contre, si c'est marqué, il est venu le 2 mai, bon, Mmh. déjà, ça veut dire qu'il n'est pas revenu. Alors attention, je vais être précis. Il a pu revenir, mais il n'a pas changé ce qu'il a vu depuis le 2 mai. Donc en fait, la page qui est indexée, dans son index à lui, finalement, vous avez modifié votre contenu, mais lui, en fait, il ne l'a pas changé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas revenu depuis ça. Et donc là, évidemment, tu vas me dire, mais comment on fait pour accélérer tout ça? Ça, il faut le voir dans le podcast numéro 2 pour aller un peu plus loin Voilà. en termes de SEO. Eh ben, écoute, génial. On se reverra la semaine prochaine, pour aller creuser un petit peu tous ces sujets et passer un petit peu au niveau supérieur. Merci infiniment, Guillaume. Je crois que c'était l'épisode numéro 1 pour les débutants, mais très franchement, je pense que les crayons ont fusé sur les feuilles pour prendre des notes, tellement il y a de super tips que tu nous as donnés, aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire déjà sur les bases. Donc, déjà, si vous mettez tout ça en place, à mon avis, vous êtes déjà bien placé. Guillaume, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te suivre, si on veut avoir tes conseils, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le plus simple, c'est de me suivre sur LinkedIn. Je donne en général pas mal de conseils aussi comme ça parce que ça me fait plaisir d'échanger et de fournir ce que j'ai appris. Donc, directement sur LinkedIn. Et si vous voulez me contacter par messagerie LinkedIn, ça fonctionnera très bien. Génial. Eh ben, écoute, merci infiniment. Et puis, on se retrouve sur le prochain épisode pour aller encore plus loin sur le SEO. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Ça vous permettra d'être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas de télécharger la checklist des conseils de Guillaume pour une stratégie SEO en béton. Il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com/cadeau 133. Je vous dis à très vite.